Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un célèbre conte, connu de tous, sans aucun doute, Blanche-Neige et les Sept Nains. Rien qu'à ces mots, Blanche-Neige, on voit déjà les belles images de Walt Disney, avec les sept nains, la méchante sorcière, et le prince charmant qui vient la délivrer à la fin. C'est beau, c'est pour les enfants, c'est du Walt Disney. Bon, ok. Mais revenons à ses origines, et essayons de réfléchir un peu. L'origine, c'est ce conte des frères Grimm, publié en 1812 dans une revue pour enfants, il y a donc plus de 200 ans. Je vais vous présenter et vous lire le vrai texte. Je veux dire le premier, donc en fait celui des frères Grimm, et nous allons voir, d'un côté, que le conte initial présente quelques différences avec celui de Walt Disney, et aussi que, toujours dans celui d'origine, au premier degré, il y a des choses absurdes, ou qui ne veulent rien dire, mais qui révèlent des secrets bien étranges, dont je vais vous en confier quelques clés. De nombreuses personnes ont tenté d'y répondre, de voir ce qu'il s'y cache, derrière, et certains y ont vu même des liens vers des personnages réels. Peut-être que ce n'est pas une histoire fictive, ou un conte initiatique, un chemin initiatique. Alors commençons. Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise et cousait devant une fenêtre qui avait un encadrement en bois d'ébène, noir et profond. Des plumes et du duvet, bon, c'est donc léger, ça ressemble bien à la neige, c'est vrai ça. Cependant, l'encadrement en bois d'ébène, donc là, c'est le premier problème. J'y connais quand même pas grand-chose en bois, mais si l'on cherche, on apprend que l'ébène, c'est une essence noble et précieuse. Elle est caractérisée par sa couleur très noire, intérieure. En fait, c'est une maladie qui lui confère cette particularité à l'intérieur. Ce bois est très lourd et dur aussi. Il est utilisé dans l'art, mais pas du tout dans la menuiserie de l'habitation. En plus, c'est une essence exotique, que l'on trouve surtout en Afrique. Alors pourquoi il nous dit ça dans le texte? En plus, le type de bois de la fenêtre, on s'en moque un peu quand même pour l'histoire, a priori. Mais il précise quand même. L'ébène, comme j'ai dit, sa principale caractéristique, c'est le noir profond. C'est donc ça, le noir, lourd, qui contraste avec le blanc, léger de la neige. Noir et blanc, lourd et léger. Déjà le premier message. Attendons de voir la suite. Et tandis qu'elle cousait, négligemment, tout en regardant la belle neige au dehors, la reine se piqua le doigt avec son aiguille et 3 petites gouttes de sang tombèrent sur la neige. Elle coud négligemment? Une reine? Puis se pique le doigt et 3 gouttes de sang tombent sur la neige. Bon, là encore, quelques questions. Pourquoi elle coud négligemment? Une reine quand même, hein? Elle se pique, ok, bon, ça peut arriver, mais en plus, les gouttes tombent dans la neige. Elle n'était pas bien au chaud? À l'intérieur, non? Et pourquoi 3 gouttes? Piquez-vous et puis vous verrez que vous n'attendrez pas que 3 gouttes tombent, hein. En plus dans la neige, hein. Du haut de son château, par la fenêtre, elle voit les 3 gouttes sur la neige tout en bas. Elle est forte quand même, non? De tout en haut. 3 gouttes. Bon, alors, tout ça pour ça, c'est comme le bois d'ébène qui était noir. Là, on est sur du rouge, pour le sang donc. Pour le rouge. C'est bien ça qui est derrière tout ça. La couleur rouge. La fenêtre, c'est le fenêtre. Le rouge naît du feu donc. Le phénix renaît de ses cendres. C'est bien le message caché ici. Le rouge est issu du noir et du blanc. On a donc pour l'instant le noir, le blanc, puis le rouge. Ce sont les messages principaux, c'est clair. Et c'est quoi ça, ces 3 couleurs? Noir, blanc, rouge, les couleurs de l'œuvre alchimique bien sûr. On y reviendra. Et puis on insiste aussi ici sur le chiffre 3, important aussi dans l'œuvre alchimique.
C'était si beau, ce rouge sur la neige, qu'en le voyant, la reine songea. Oh, si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang, et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre. C'était si beau. La seule chose qu'elle retient, c'est ce rouge profond. Pas sa couture, ni sa blessure, mais le rouge du haut de son château. Donc, encore une fois, elle a une vision extraordinaire quand même, cette reine. 3 gouttes du haut de son château. Donc voilà, encore une fois, ce rouge, après le blanc de la neige et le noir de l'ébène. On continue. Alors elle veut un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang, et noir de cheveux que l'ébène. Bon, pour les cheveux, ok, mais blanc et vermeil, rouge, bon, personnellement, je comprends pas. Blanc, c'est plutôt un symbole de maladie, non? Quand on est tout blanc, tu connais pas bien? Alors pourquoi tout blanc? Et rouge? Rouge quoi? Ça va pas, non? On est d'accord, hein. Donc là, on nous redit, encore une fois, noir, blanc, rouge. Mais cette fois, c'est un enfant qui doit porter toutes ces caractéristiques. Alors, précision, on ne nous dit pas rouge, mais vermeil. Ben, c'est peut-être parce que c'est une merveille. L'enfant doit porter en elle les gènes de la pureté absolue avec ses 3 couleurs. Les 3 couleurs de l'œuvre, bien sûr, encore une fois, et d'une pureté absolue. Bientôt après, elle eut une petite fille qui était blanche comme la neige, vermeille comme le sang, et noire de cheveux comme le bois d'ébène, et Blanche-Neige fut son nom à cause de cela. Ok, bon, Blanche-Neige est donc l'enfant qui porte en elle ces 3 couleurs, noir, rouge et blanc. Blanche, ok, mais l'appeler Blanche-Neige quand même. Continuons. Mais la reine mourut en la mettant au monde. Ok, bon, c'est pas très joyeux, mais donc l'enfant est né de la mort de sa mère en portant les 3 couleurs en elle. Elle renaît de ses cendres. Alors, bizarre encore. Blanche-Neige est donc la matière première de l'œuvre alchimique. C'est ça? Le phénix renaît de ses cendres. Blanche-Neige renaît de la mort de sa mère. Le feu naître. Le phénix. On l'a vu tout à l'heure. La fenêtre en bois d'ébène dont on a parlé au début. C'est un peu aussi Jésus qui meurt sur la croix et qui revient de ses cendres. Au bout d'un an, le roi prit une autre femme qui était très belle, mais si fière et si orgueilleuse de sa beauté qu'elle ne pouvait supporter qu'une autre la surpassât. Bon, ok, ça se comprend, il a besoin d'une autre femme. Par contre, pourquoi une comme ça? Alors ici, on insiste sur l'image, l'apparence, l'aspect extérieur et non intérieur. Pourquoi? Bon, nous allons voir, mais c'est cette voie qui a été choisie ici. Elle possédait un miroir magique avec lequel elle parlait quand elle allait s'y contempler. Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume qui est la femme la plus belle? Et le miroir lui répondait: Vous êtes la plus belle du pays, madame. Alors la reine était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité. Bon, c'est un conte, ok, mais quel est le message derrière tout ça? Réfléchissons, comme le miroir. Fierté, orgueil, tout est là. L'image extérieure que seul le miroir renvoie est donc très beau. Peut-être, mais encore une fois, ce n'est que l'apparence. Pourtant, il nous parle de vérité. Une certaine vérité. La sienne, donc. La reine est donc le symbole de l'apparence, et donc soucieuse uniquement de cela, et surtout pas de l'intérieur, du fond. Elle a choisi une voie, donc, une vérité, sa vérité, l'illusion, et non l'intérieur. Bon, on sait quand même un petit peu ce qui va lui arriver, mais continuons. Blanche-Neige, cependant, grandissait peu à peu et devenait toujours plus belle. Et quand elle eut 7 ans, elle était belle comme le jour, et bien plus belle que la reine elle-même. Et quand la reine, un jour, questionna son miroir,
Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, quelle est de toutes la plus belle? Le miroir répondit: Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige l'est 1000 fois plus que vous. Alors on commence déjà ici par découvrir ce chiffre 7 qui va revenir à de nombreuses reprises. 7, hein, bien sûr, pas un autre chiffre. Donc là, on est un peu dans la confrontation entre l'apparence extérieure et l'intérieur, entre la forme et le fond, avec l'expression de la jalousie qui en découle forcément. C'est un combat. La force intérieure dans Blanche-Neige a grandi et a dépassé le paraître de la reine. La reine sursauta et devint jaune puis verte de jalousie. À partir de cette heure-là, elle ne pouvait plus voir Blanche-Neige sans que le cœur lui chavirât dans la poitrine, tant elle la haïssait. L'orgueil poussa dans son cœur avec la jalousie, comme pousse la mauvaise herbe, ne lui laissant aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Donc on était dans le noir, blanc et rouge, et là la confrontation. Le combat entre l'apparence et l'intérieur nous font passer par d'autres couleurs. Jaune, vert, notamment. Elle appela un chasseur et lui dit: Tu vas prendre l'enfant et l'emmener au loin dans la forêt. Je ne veux plus la voir devant mes yeux. Tu la tueras et tu me rapporteras son foie et ses poumons en témoignage. Son foie et ses poumons? Pas le cœur? Alors là, une chose bizarre chez Walt Disney, c'est le cœur, hein. Pas le foie et les poumons. Donc là, on a déjà la version de Walt Disney qui nous a changé un petit peu les choses. Pour gâcher quelque chose? Alors les poumons. Les poumons, c'est le symbole de l'air, du volatile, c'est l'expression symbolique de l'aigle, c'est ce qui est en haut. Et le foie, c'est la matière, la terre, le fixe, l'expression symbolique du lion, c'est ce qui est en bas. L'équilibre et l'harmonie dans le corps sont guidés par ces deux niveaux. Un en moins, et c'est le désordre, c'est la maladie. On dit bien, la maladie, c'est quand le mal a dit que la mélodie n'est plus en harmonie. Alors la reine, en supprimant ces deux principes chez Blanche-Neige, pense la supprimer totalement. D'ailleurs, il demande au chasseur de les lui ramener. Et pour en faire quoi? Et il représente la perfection, les deux principes purifiés car portés par Blanche-Neige. C'est pour ça que la reine les veut. Entre parenthèses, pour les enfants, le foie et les poumons, bon, c'est un peu gore quand même, hein. C'était quand même destiné aux enfants au départ, hein. Mais moins beau que le cœur dans la version de Walt Disney. Mais le cœur, ça colle pas, les symboles ne sont plus présents. Donc il y a donc clairement un message derrière cela. Avec les poumons et le foie, c'est certain. Le chasseur obéit et emmena l'enfant. Mais quand il tira son couteau de chasse pour plonger dans le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se prit à pleurer et lui dit: Oh, laisse-moi la vie sauve, mon bon chasseur. Je m'enfuirai à travers bois et ne reparaîtrai jamais. Elle était si belle que le chasseur s'apitoya et lui dit: Sauve-toi, ma pauvre petite. Il était certain, au-dedans de lui-même, que les bêtes sauvages auraient tôt fait de la dévorer. Mais il n'en avait pas moins le cœur soulagé d'un gros poids, en évitant ainsi de la tuer de sa main. Et comme un marcassin passait par là, il l'abattit et le dépouilla, rapportant son foie et ses poumons à la reine, en guise de preuve. Alors là, on voit bien que la pureté de Blanche-Neige éblouit le chasseur, qui n'a pas d'autre solution que de tuer autre chose. Un marcassin qui passait par là. On a donc une preuve: Blanche-Neige est l'enfant destiné à quelque chose de grand. L'élu. L'œuvre est prête à être accomplie. Il fallut que le cuisinier les mit au sel et les fit cuire, après quoi la mauvaise femme les mangea, en croyant se repaître du foie et des poumons de Blanche-Neige. Bon.
Bizarre, non? Elle mange le foie et les poumons en les mettant au sel au préalable. Un petit conte pour les petits-enfants? Ouais, pas terrible, non? En alchimie, le soufre et le mercure ne se marient qu'avec le sel. Le combat du fixe et du volatile par le feu secret. C'est le lion et l'aigle qui se battent pour engendrer l'enfant roi. On est bien ici dans cette préparation symbolique, le foie, le fixe, avec les poumons, le volatile. Liés au sel, ils engendrent le germe de la pierre. Tout colle parfaitement. On est bien en présence d'un message purement alchimique, une recette secrète cachée derrière cette histoire. On a envie d'entendre la suite. Dans la vaste forêt, la malheureuse fillette était désespérément seule et tellement apeurée qu'elle regardait, pour ainsi dire, derrière chaque feuille sur les arbres, ne sachant que faire ni que devenir. Elle commença à courir, s'écorchant aux épines et sur les pierres pointues, voyant sauter devant elle les bêtes sauvages qui venaient la frôler, mais qui ne lui faisaient pas de mal. Tant que ses petits pieds voulurent bien la porter, elle courut ainsi droit devant, et quand tomba la nuit, n'en pouvant plus, elle eut la chance de voir une toute petite maison où elle entra pour se reposer. Bizarre, non? Même les bêtes sauvages s'enfuient devant elle. Elle est donc l'élue, comme on a dit, et porte en elle les principes les plus purs. Elle est donc dans une deuxième étape, la recherche de quelque chose qui peut la sauver et la transformer. Donc là aussi, en comparaison avec l'alchimie, une espèce de macération, de fermentation longue à la recherche de quelque chose de plus beau encore. Une petite maison, c'est un peu l'étoile des rois mages qui apporte un cadeau à l'enfant roi. La comparaison est intéressante. Elle doit croiser le monde minéral, les pierres, le monde végétal, les feuilles des arbres, et le monde animal, les bêtes sauvages. Tout était petit dans cette maison en miniature, mais si propre et si charmant que c'était impossible de le dire. Il y avait une petite table qui était déjà mise, avec sa nappe blanche et 7 petites assiettes ayant chacune son couvert. Le petit couteau, la petite cuillère, la petite fourchette et le petit gobelet. 7 petits lits s'alignaient côte à côte le long du mur, bien faits, et tous avec de beaux draps blancs et frais. 7. Encore 7. Une maison au fond des bois et le couvert est déjà mis. Quand même, vous mettez le couvert, vous, quand vous partez travailler? On veut donc nous dire que nous sommes bien en présence d'une recette secrète. Tout est prêt. Le couvert est mis. Le hors-d'œuvre avant l'œuvre. Blanche-Neige avait si grand faim et si terriblement soif qu'elle prit et mangea un petit peu dans chaque petite assiette, puis but une gorgée de vin dans chaque petit gobelet. À chaque place aussi, elle avait pris une bouchée de pain. Après, comme elle était si fatiguée, elle voulut se coucher. Mais aucun des petits lits n'était à sa taille. Celui-ci était trop long, celui-là trop court, un autre trop étroit. Bref, elle les essaya tous, et le 7e enfin lui alla parfaitement. Elle y resta couchée, fit sa prière, et s'endormit. Bon, après on comprend qu'elle a faim et qu'elle est fatiguée. Elle se nourrit, encore. On est dans une autre phase. Le soufre et le mercure en elle sont nourris, se nourrissent, se purifient. Ils ont besoin de force pour être exaltés. Les maîtres du logis ne rentrèrent chez eux que lorsqu'il faisait déjà nuit noire. Et c'étaient les 7 nains qui piochent et creusent les montagnes pour trouver les filons de minerais. Bon, alors là, plusieurs points. Des nains. Bon, on connaît l'histoire, mais des nains, pourquoi des nains? Et puis, 7, encore une fois. Ils piochent et creusent pour trouver les filons de minerais. Des filons, pas de diamants, contrairement à ce que nous a dit Walt Disney dans sa version. Ils creusent pour en faire quoi? Donc là, on est clairement dans l'alchimie matérielle. Les 7 nains, ce sont les 7 métaux. L'or, l'argent, le cuivre, le fer, le mercure, l'étain et le plomb.
Il pioche et cherche les minerais, c'est bien cela. La combinaison de ces 7 métaux, c'est la matière première, ou la première matière, que l'on doit trouver au fond des cavernes, cachée au fond des bois, comme nous le dit bien Basile Valentin, célèbre alchimiste. Alors un point ici, vous voyez dans le texte d'origine, il n'y a pas de nom donné aux nains. C'est Walt Disney qui a ajouté ces noms. Prof, Simplet, Hatchoum, etc. Pour les personnaliser et les rendre un peu plus sympathiques. Mais en fait, ils symbolisent chacun un métal originel. Et ensemble, ils en forment un autre. Une matière de l'œuvre. Ils allumèrent leurs petites bougies et s'aperçurent, avec la lumière, que quelqu'un était entré chez eux, parce que tout n'était pas parfaitement en ordre ni exactement comme ils l'avaient laissé en partant. « Qui s'est assis sur ma chaise » demanda le premier. « Qui a mangé dans ma petite assiette » fit le second. « Qui a pris un morceau de mon pain » fit le troisième. « Qui m'a pris un peu de ma petite potée » s'étonna le quatrième. « Qui a sali ma petite fourchette » questionna le cinquième. « Qui s'est servi de mon petit couteau » interrogea le sixième. « Qui a bu dans mon petit gobelet » s'inquiéta le septième, enfin. Le premier, en regardant un peu partout autour de lui, vit alors qu'il y avait un creux dans son lit, et il s'exclama « Qui s'est allongé sur mon petit lit ?» Les 6 autres accoururent, et s'écrièrent tous, les uns après les autres « Dans mon petit lit aussi, quelqu'un s'est couché !» Alors la bougie s'allume, parce que la matière première est là. C'est Blanche-Neige. Elle est donc passée par les 7 étapes. L'œuvre est en cours. Tous sauf le 7e, toutefois, qui arriva devant son lit et vit Blanche-Neige qui était couchée et qui dormait. Il appela les autres, qui galopèrent jusque-là, et poussèrent des cris de surprise et d'admiration, et levant haut leurs petits bougeoirs pour éclairer Blanche-Neige. La 7e, la fin d'un cycle, voilà, 7 comme on l'a dit, 7 étapes, et là on est à la fin d'un cycle, bien sûr. « Oh mon Dieu !» s'exclamaient-ils tous, « la belle enfant ! Comme elle est mignonne, comme elle est jolie !» Leur joie était si grande qu'ils ne voulurent pas la réveiller et la laissèrent dormir dans le lit où elle était. Le 7e nain s'en alla dormir avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit fut passée. Donc ils ont bien trouvé la matière première, ensemble, représentée par le soufre et le mercure parfait de Blanche-Neige, issus du noir de l'ébène, du rouge du sang et du blanc de la neige. Une étape vient d'être franchie. Comme on l'a déjà dit, la première matière doit être cherchée dans le fond des cavernes et porte en elle les 7 métaux. C'est clair. Au jour, quand Blanche-Neige se réveilla, elle eut grand peur en voyant les 7 nains. Mais ils se montrèrent très amicaux avec elle et lui demandèrent « Comment t'appelles-tu » ?« Je m'appelle Blanche-Neige, leur répondit-elle. « Comment es-tu venue dans notre maison ?» Elle leur raconta que sa marâtre avait voulu la faire mourir, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait couru toute la journée sans s'arrêter, jusqu'au moment qu'elle avait trouvé leur maisonnette. « Veux-tu prendre soin de notre ménage ?» lui demandèrent les nains. « Tu ferais la cuisine, les lits, la lessive, la couture, le tricot, et si tu tiens tout bien propre et bien en ordre, nous pourrions te garder avec nous, et tu ne manquerais de rien. »« Oh oui, de tout mon cœur, dit Blanche-Neige. » Et elle resta avec eux. Bon, alors là, elle doit faire le ménage, la cuisine, les lits, la lessive, le tricot, etc. Pour un conte, c'est quand même pas terrible. Et l'image de la femme aussi, pas top. Donc c'est donc une autre étape à franchir pour elle. Une nouvelle purification. On a la matière première, déjà passée par certaines étapes, mais il faut travailler encore, dur, pour purifier au maximum cette matière. Alors les tâches sont difficiles, forcément. C'est ce qui est dit par les nains. Ménage, cuisine, couture, etc. Pour achever l'œuvre, il faut travailler. 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 Elle leur faisait le ménage et leur tenait la petite maison bien propre et bien en ordre, et les nains s'en allaient le matin chercher dans la montagne les minéraux et l'or. Ils ne revenaient qu'à la nuit, et il fallait alors que leur repas fût prêt. Alors, les minerais et l'or. Tiens, l'or apparaît ici pour la première fois. Mais peut-être parce que Blanche-Neige est là, que la première matière est là.
Le travail est le même, les minéraux d'un côté et Blanche-Neige de l'autre. Donc on arrive alors au bout de ce travail, avec le repas terminé, et l'or dans la mine. Même chose. Toute la longue journée, Blanche-Neige restait seule, et les gentils petits nains l'avertirent prudemment et lui dirent « Tiens-toi bien sur tes gardes, à cause de ta belle-mère. Elle ne tardera pas à savoir que tu es ici. Ne laisse donc entrer personne. » Donc il y a des dangers dans cette nouvelle étape et dans ce travail. Faire bien attention, ne pas faire n'importe quoi. La recette secrète est précise. Et Blanche-Neige doit les éviter. Donc on nous dit bien, dans ce cheminement, il faut faire attention, le chemin est semé d'embûches. La reine, en effet, quand elle crut avoir mangé le foie et les poumons de Blanche-Neige, ne douta plus dans sa pensée d'être de nouveau la première et la plus belle du royaume. Elle s'en alla devant son miroir et lui parla. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, quelle est de toutes la plus belle ?» Alors le miroir répondit. « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas chez les 7 nains, est belle plus que vous, et 1000 fois au moins. » Alors elle a mangé le foie et les poumons cuits au sel. Bon, on le dit pas dans la version de Walt Disney, bien sûr, mais ça marche pas. Ça marche pas, il faut quelque chose. En plus, l'opérateur doit être pur lui aussi. Sinon ça marchera pas. Et les matières qu'elle mange ne sont pas les bonnes. Elles viennent du marcassin, elles ne sont pas pures. Ça peut donc pas aller non plus. Donc là, dans notre cas, elle n'a ni le soufre pur, ni le mercure pur. Même cuit au sel, ça va pas, forcément. Et en plus, l'opérateur, la sorcière, on me l'a dit, est loin d'être pure. Elle frémit car elle savait que le miroir ne pouvait pas dire un mensonge. Et elle sut ainsi que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait toujours. Donc là, la reine pense qu'elle a fait juste avec le sel, sauf que les ingrédients ne sont pas purs, comme on a dit. Donc elle va aller les chercher par elle-même. Alors elle se mit à réfléchir, et à réfléchir encore au moyen de la supprimer. Car si la reine n'était pas la plus belle de tout le pays, la jalousie la dévorait et ne la laissait pas en repos. Et pour finir, quand elle eut forgé quelque chose, elle se barbouilla le visage et se rendit méconnaissable en s'habillant comme une vieille colporteuse. De beaux articles à vendre, rien que du beau je vends. Blanche-Neige vint regarder à la fenêtre et cria « Bonjour ma bonne dame, qu'est-ce que vous vendez ?»« Du bel article, du bon article, répondit-elle, du lacet de toutes les couleurs. » En même temps, elle en tirait un pour montrer, un beau lacet tressé de soie multicolore. Cette brave femme, pensa Blanche-Neige, je peux la laisser entrer. Elle déverrouilla et la fit entrer pour lui acheter le beau lacet multicolore qu'elle voulait mettre à son corset. « Mais mon enfant, de quoi as-tu l'air » s'exclama la vieille. « Viens ici que je lasse un peu proprement. » Blanche-Neige, sans méfiance, vint se placer devant la vieille et la laissa lui mettre le nouveau lacet. Mais la vieille passa si vite le lacet et le serra si fort que Blanche-Neige ne put plus respirer, suffoqua et tomba comme morte. « Et voilà pour la plus belle » ricana la vieille, qui sortit précipitamment. Alors une vendeuse de lacets dans la forêt. Un lacet pour le corset de Blanche-Neige, voyons, c'est quoi? Alors que dans le conte de Walt Disney, là on a tout de suite la pomme empoisonnée. Donc il nous cache quelque chose, celui-là, c'est clair. C'est vrai qu'un lacet, ça fait réfléchir quand même. Ben oui, le lacet, c'est le mercure pur qu'elle veut ôter à Blanche-Neige. Parce que c'est l'esprit volatile, de par les poumons qu'elle veut prendre. Elle comprime les poumons. Le soir venu, mais ce n'était pas bien longtemps après, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel ne fut pas leur effroi en voyant leur chère Blanche-Neige qui gisait sur le sol, inerte et immobile, comme si elle était morte. Ils la redressèrent tout d'abord. Et en voyant comme elle était sanglée dans son corset, ils se hâtèrent d'en couper le lacet. Le souffle lui revint petit à petit, et elle se ranima peu à peu. Lorsque les nains apprirent ce qui lui était arrivé, ils lui dirent « Cette vieille colporteuse n'était nulle autre que la maudite reine. À l'avenir, garde-toi bien, et ne laisse entrer nul être vivant quand nous n'y sommes pas. » Donc c'est le combat du fixe et du volatile. Le volatile est à terre. Mais grâce à l'esprit contenu dans la pureté de Blanche-Neige, à l'aide des nains,
Il se réveille et reprend le combat. 1 point pour le lion, mais l'aigle n'est pas mort. La méchante femme, de son côté, aussitôt rentrée chez elle, s'en alla devant son miroir et le questionna. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, quelle est de toutes la plus belle ?» Et le miroir répondit comme devant. « Dame la reine, ici, vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas, chez les 7 nains, est plus belle que vous, et 1000 fois au moins. » Voilà. Donc le combat est toujours là. L'aigle n'est pas mort. La reine a échoué. Son sang s'arrêta quand elle entendit ces paroles qui lui révélaient que Blanche-Neige, une fois encore, avait pu échapper à la mort. À présent, pensa-t-elle, je vais composer quelque chose à quoi tu n'échapperas pas. Recourant alors aux artifices des sorcières qu'elle connaissait bien, elle fabriqua un peigne empoisonné. Ensuite, elle se grima et s'habilla en vieille femme, mais avec un autre air que la fois précédente. Ainsi travestie, elle passa les 7 montagnes pour aller jusque chez les 7 nains, frappa à la porte et cria « Beaux articles à vendre, beaux articles !» Blanche-Neige regarda dehors et cria « Allez-vous-en plus loin, je ne dois laisser entrer personne dans la maison. » « Il n'est pas défendu de regarder, » répondit la fausse vieille en tirant le peigne empoisonné pour le lui faire voir à travers la fenêtre. La petite le trouva si beau qu'elle ne put résister et qu'elle ouvrit la porte pour acheter le peigne à cette vieille femme. « Et à présent, laisse-moi faire, lui dit la vieille, je vais te peigner un peu comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, sans réfléchir, laissa faire la vieille, qui lui passa le peigne dans les cheveux. Mais à peine avait-elle commencé que le poison foudroya Blanche-Neige qui tomba de tout son long et resta là, sans connaissance. « Et voilà pour toi, merveille de beauté, » ricana la vieille, qui s'éloigna bien vite. Leur deuxième essai, pour la reine, après le lacet, le volatile, c'est le peigne. Et là aussi, il n'en est pas question dans le conte d'origine. Walt Disney l'a bien caché aussi, ce peigne. Alors, un peigne, c'est bizarre, non? Une marchande de peigne, comme le lacet. C'est donc là bien symbolique. Comme pour les lacets, il y a forcément quelque chose derrière. Eh bien, le peigne, c'est bien là clairement le fixe. Fixer les cheveux de Blanche-Neige. C'est le soufre, en parallèle du mercure, qui était représenté par le lacet précédent. L'aigle, c'est lui cette fois qui marque un point. Le lion est à terre. Toujours ce combat. C'est clairement un message alchimique. L'œuvre passe par le combat du fixe et du volatile. Par bonheur, la nuit ne tarda pas à venir et les 7 nains à rentrer. En voyant Blanche-Neige étendue sur le sol, ils pensèrent tout de suite à l'affreuse marâtre, cherchèrent ce qu'elle avait bien pu faire et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils l'eurent ôté de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui lui était arrivé. De nouveau, ils la mirent en garde et lui recommandèrent de ne jamais plus ouvrir la porte à qui que ce soit. Comme précédemment, la pureté triomphe, le lion revient à lui. Le soufre et le mercure sont bien là. L'esprit est donc toujours présent. Quant à la reine, aussitôt de retour, elle alla s'asseoir devant son miroir et demanda « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume quelle est de toutes la plus belle ?» Et le miroir répondit encore comme devant « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas chez les 7 nains, est plus belle que vous, et 1000 fois au moins. » Encore un échec. Le soufre et le mercure sont toujours là. Ils sont bien présents. Quand le miroir eut ainsi parlé, la reine trembla de rage et de fureur et s'écria « Il faut que Blanche-Neige meure, même si je dois y laisser ma vie. » Alors elle alla s'enfermer dans une chambre secrète où personne n'entrait jamais, et là, elle confectionna un terrible poison avec lequel elle fit une pomme empoisonnée. Mais alors, empoisonnée. Extérieurement, elle était très belle, bien blanche, avec des joues rouges et si appétissante que nul ne pouvait la voir sans en avoir envie. Mais une seule bouchée, et c'était la mort. La voilà la pomme. C'est le 3e test. 3 bien sûr, comme les 3 couleurs.
Là, ça va vous paraître bizarre, mais c'est exactement comme les 3 petits cochons. Le premier fait sa cabane en paille, le loup la détruit. Le deuxième fait sa maison en bois, le loup la détruit. Alors le troisième l'a fait en briques, et là rien, le loup meurt. Alors Blanche-Neige, c'est le loup, et la sorcière représente les 3 petits cochons. Étrange tous ces contes, toutes ces histoires, non? Mais je vous laisse réfléchir, comme le miroir de la reine. Entre parenthèses, encore un autre conte, le petit chaperon rouge, avec le loup noir et la grand-mère, le blanc. Les 3 couleurs sont là aussi. Revenons à la pomme. Alors bon, la pomme, bien sûr, le fruit défendu, tout un symbole, à l'origine de tous les maux. La sorcière, c'est donc un peu le serpent dans la Bible, ça y ressemble quand même, non? Bizarre. Vous verrez par la suite, la Bible, on en a encore des symboles au travers de ce conte, on en a déjà vu. Alors coïncidence? Non, tout est symbolique, avec donc une origine commune, un secret commun. Lorsque ces préparatifs furent achevés avec la pomme, la reine se brunit la figure et se costuma en paysanne, puis se rendit chez les 7 nains en passant les 7 montagnes. Quand elle eut frappé à la porte, Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et lui dit « Je ne peux laisser entrer personne au monde. Les 7 nains m'en l'ont défendu. »« Cela m'est égal, dit la paysanne, je saurais bien me débarrasser quand même de mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. »« Non merci, dit Blanche-Neige, je ne dois rien accepter non plus. »« Aurais-tu peur du poison, dit la paysanne. Regarde, je coupe la pomme en 2. La moitié rouge, c'est pour toi, et la blanche, je la mange moi. » Parce que la pomme avait été faite si astucieusement que la moitié rouge était seule empoisonnée. Blanche-Neige avait grande envie de cette belle pomme, et quand elle vit la paysanne croquer à belles dents dans sa moitié de pomme, elle n'eut pu résister et tendit le bras pour prendre l'autre moitié. Mais à peine la première bouchée fut-elle dans sa bouche, qu'elle tomba morte sur le plancher. La reine l'examina avec des regards cruels et partit d'un grand éclat de rire, en s'écriant cette fois avec satisfaction « Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme le bois d'ébène, ce coup-ci les nains ne pourront plus te ranimer. » 7 nains, 7 montagnes, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes, les 7 métaux, on en a déjà parlé, les 7 notes de musique, j'en passe. Le lacet, c'était prendre le mercure par l'extérieur, presser le corps de Blanche-Neige, mettre l'aigle à terre. Ça n'a pas marché. Le peigne, de la même façon, prendre le soufre par l'extérieur, fixant le poison sur les cheveux, mettre le lion à terre. Ça n'a pas marché. Alors là, elle va essayer de prendre les 2 en une fois, et la seule solution, c'est par l'intérieur, en combattant les 2 en même temps, l'aigle et le lion. Symboliquement, d'un point de vue alchimique, on nous dit bien de faire attention aux dangers dans cette étape. Le lion et l'aigle, pour qu'ils combattent entre eux. Un d'éliminer, ok. Mais si on élimine les 2, c'est perdu. C'est un équilibre, des proportions qu'il faut bien respecter, sinon on n'arrive à rien du tout. Comme une recette, encore une fois, avec les meilleurs ingrédients. Si on n'a pas les bonnes quantités, ni le coup de main, eh bien c'est pas bon. Et dès qu'elle fut devant son miroir, elle le questionna. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, quelle est de toutes la plus belle ?» Alors, et enfin, le miroir répondit. « Vous êtes la plus belle du pays, madame. » Eh bien là, l'aigle et le lion sont à terre. Le combat semble perdu. Et là, son cœur envieux fut apaisé autant que peut être apaisé un cœur envieux. Les nains, quand ils revinrent le soir à la maison, trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le plancher. Mais cette fois, elle n'avait plus de souffle, et elle était vraiment morte. Ils la relevèrent. Ils cherchèrent bien partout s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné. Ils lui défirent son corset, ils peignèrent ses cheveux, ils la lavèrent avec de l'eau, puis avec du vin. Mais rien de tout cela n'y fit. Morte elle était, la chère petite, et morte elle resta. Alors voilà, les nains ont compris que le soufre et le mercure ont perdu. Pas de lacet, le volatile, l'aigle, le mercure. Pas de peigne, le fixe, le lion, le soufre. Mais bien les 2 qui sont à terre. Alors on nous dit, il la lave avec de l'eau, puis avec du vin.
Vous lavez des choses, vous, avec du vin? Walt Disney nous l'avait pas dit, celle-là, hein. Elle est quand même bien étrange, non? Alors ce sont les nains qui essayent de bien nourrir ce mercure et ce soufre. L'eau, c'est l'essence qui coule de haut en bas. C'est la nourriture du fixe. C'est la nappe d'eau perdue dans la savane où va se rafraîchir qui? Le lion. Et le vin. Le vin, c'est l'alcool qui s'évapore pour relever ce qui est à terre, pour le mettre en ciel. C'est bien sûr l'aigle que l'on veut remettre dans les airs pour reprendre la bataille. Ils accouchèrent sur une civière, et tous les 7 ils restèrent à côté et la pleurèrent pendant 3 jours. Puis ils pensèrent à l'enterrer, mais elle était encore aussi fraîche que si elle eût été vivante, et elle avait encore toutes ses couleurs et ses belles joues rouges. Nous ne pouvons pas l'enfouir comme cela dans la terre noire, dirent-ils. Ils ne peuvent pas la mettre en terre. Et pourquoi noire? Bon, alors le mercure et le soufre sont éteints, mais l'esprit est toujours là, par l'esprit des nains. Alors non, ne pas l'éteindre totalement. La lumière doit rester présente. Alors voilà pourquoi il ne faut pas la mettre en terre. Et noire surtout. Alors ils lui firent faire un cercueil de verre, afin qu'on pût la voir de tous les côtés. Puis ils l'y couchèrent, et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en grandes, belles lettres capitales, sous lesquelles ils écrivirent encore qu'elle était une princesse, fille de roi. En vert, bien sûr, hein. C'est clair, dans les deux sens du terme. La lumière peut encore passer, et donc insuffler un esprit. Il faut bien lui indiquer le chemin à cet esprit. C'est pour cela que le nom est inscrit en lettres d'or et en lettres capitales, en plus. Ensuite, ils portèrent le cercueil au haut de la montagne, et depuis ce moment-là, il y eut toujours l'un des 7 nains qui y resta pour la garder. Et les bêtes y venaient aussi et pleuraient Blanche-Neige. D'abord ce fut une chouette, puis un corbeau, et une colombe en dernier. Une chouette, un corbeau, une colombe. Oh, bien sûr, Walt Disney ne nous parle pas de ces 3 animaux. Hein. La chouette, tout d'abord. Qu'est-ce donc? Que représente-t-il? Que représente-t-elle? Eh bien, sans aucun doute, c'est un animal de la nuit, des ténèbres, et aussi le symbole de la sagesse, le messager. La chouette nous dit bien qu'un message est présent ici, dans le noir, dans la présence de Blanche-Neige, morte dans un sens. Un message, un message, l'œuvre bien sûr. La chouette nous dit que l'œuvre est en cours. Puis le corbeau. Alors le corbeau déjà c'est un beau corps, symbole du noir profond, les ténèbres. Il nous informe donc que c'est dans les ténèbres que l'œuvre commence. Et la colombe, c'est le blanc, pur, en parallèle du noir profond du corbeau. C'est la lumière. Donc là c'est bien clair aussi, hein. La colombe nous dit qu'il faut extraire la lumière des ténèbres. Entre parenthèses, vous avez déjà vu ensemble une chouette, un corbeau et une colombe? Impossible, hein. Impossible. C'est donc symbolique. Donc en résumé, au travers de la chouette, on nous dit qu'un message est là, présent dans la forêt noire. Puis le corbeau, pour nous dire que son origine est dans les ténèbres. Puis la colombe, pour dire que de la lumière sortira des ténèbres. On est dans la mort du Christ aussi. Il meurt et renaît pour nous apporter la lumière. C'est aussi Noé et son arche pendant le déluge. Quel animal envoie-t-il pour voir si la terre est proche? Un corbeau. Et ne le voyant pas revenir, quel deuxième animal envoie-t-il? Une colombe. Et le bateau? Mais c'est la chouette, bien sûr. Le corbeau, la colombe. Bizarre, non? Tous ces points communs. L'alchimie est bien là. De la matière prise dans les ténèbres sortira la lumière. Le plomb terne se transformera en or brillant. Le message, allez dans les cavernes chercher la matière première, purifiez-la, travaillez dur. Faites attention à ce chemin semé d'embûches,
et de la lumière en sortira. Jésus reviendra sur terre pour nous éclairer par sa lumière. C'est comme Saint Michel, archange de lumière qui terrasse le dragon pour le mettre en terre. C'est pareil. Longtemps, longtemps, Blanche-Neige resta là, dans son cercueil de verre, sans changer du tout. Le temps passa et passa, mais elle était toujours aussi fraîche, aussi blanche que neige, aussi vermeille que le sang, aussi noire de cheveux que l'ébène poli, et elle avait l'air de dormir. Noir, blanc, rouge. Ils sont toujours là, c'est tout. On nous le rabâche, c'est donc important. Les 3 étapes. Et un autre message qui nous dit que l'humilité, la patience sont les principales vertus. Pour l'alchimiste, dans son laboratoire, comme dans son esprit. Et puis un jour, il arriva qu'un prince, qui s'était égaré dans la forêt, passa la nuit dans la maison des nains. Il vit sur la montagne le cercueil dans lequel était exposée Blanche-Neige, qu'il admira beaucoup, et il lut aussi ce qui était écrit dessus en grandes lettres d'or. Alors il dit aux nains, « Laissez-moi emporter le cercueil. Je vous donnerai en échange ce que vous voudrez. »« Pour tout l'or du monde, tu ne pourras nous l'acheter, répondit-il. »« Alors, donnez-le-moi, reprit le prince, parce que je ne puis pas vivre sans admirer Blanche-Neige, et je la traiterai et la vénérerai comme ma bien-aimée, comme ce que j'ai de plus cher au monde. » Un prince qui s'est égaré. Ah, bizarre quand même, non? Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est le symbole d'un esprit naissant. Ce n'est pas un roi, mais un prince. C'est donc un esprit qui a vocation à devenir parfait, le roi. Alors forcément, la matière première posée dans le cercueil, et le prince, c'est la lumière qui vient à son contact et la sortir des ténèbres. Alors Blanche-Neige, les 3 petits cochons, la légende de Saint-Michel, nous raconteraient la même histoire? Peut-être. Les bons nains, en attendant ces paroles, s'émurent de compassion pour lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit prendre par ses serviteurs qui le chargèrent sur leurs épaules et l'emportèrent. Alors pourquoi la faire sortir des ténèbres et l'emmener vers la lumière? Comme on a dit, la colombe après le corbeau, le blanc après le noir, la résurrection du Christ, le dragon mis en terre par Saint Michel. Mais voilà qu'ils trébuchèrent contre une racine en la portant, et la secousse fit rendre à Blanche-Neige le morceau de pomme qui lui était resté dans le gosier. Ainsi libérée, elle ouvrit les yeux, soulevant le couvercle de verre, et se redressa, ayant retrouvé la vie. « Ô mon Dieu, mais où suis-je » s'exclama-t-elle. « Tu es près de moi, lui répondit le prince, tout heureux, avant de lui raconter ce qui s'était passé. Puis il dit « Je t'aime, et tu m'es plus cher que tout au monde. Viens, accompagne-moi au château de mon père, tu seras mon épouse. » Alors Blanche-Neige s'éprit de lui, et elle l'accompagna, et leurs noces furent célébrées dans la magnificence et la somptuosité. À la lumière a ôté les ténèbres dans la matière première. Alors on a un message assez clair, encore une fois ici, il dit « Patience, travail, et la lumière triomphera ». Donc Walt Disney ici a une autre vision complètement différente, c'est un baiser qui réveille à Blanche-Neige. Forcément, c'est plus joli. Mais il n'y a pas le symbole dans cette version. Mais à ce grand mariage princier, la reine terrible et maudite marâtre de Blanche-Neige fut invitée aussi. Et quand elle se fut richement habillée et parée, elle alla devant son miroir pour lui poser sa question. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, qui est la femme la plus belle ?» Et le miroir lui répondit « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais la nouvelle reine est 1000 fois plus belle. » Bon, à ce moment-là, mais plus question de rien du tout chez Walt Disney. C'est fini, on comprend bien. Mais pas dans le conte d'origine. Le miroir nous dit bien que le soufre et le mercure ont été réveillés et purifiés. Le lion et l'aigle sont bien présents, en force. Un juron échappa à l'horrible femme qui fut prise d'effroi, d'un tel effroi qu'elle ne savait plus que devenir. Pour commencer, son idée fut de ne pas aller du tout aux fêtes du mariage. Mais elle ne put y tenir, et il fallut qu'elle y allât, dévorée par la jalousie pour voir cette jeune reine. Alors la reine veut voir, bien sûr, curiosité, jalousie. Où tout cela l'emmènera-t-elle?
Lorsqu'elle fit son entrée, elle reconnut immédiatement Blanche-Neige, et la peur qu'elle en eut la cloua sur place. Sa terreur l'empêcha de bouger. Mais on lui avait préparé des souliers de fer qui étaient sur le feu à rougir. On les lui apporta avec des tenailles, et on les mit devant elle, l'obligeant à s'en chausser et à danser dans ses escarpins de fer rouge jusqu'à sa mort qui suivit bientôt. Alors, des souliers de fer placés sur le feu à rougir. Elle était obligée de danser avec. Terrible, non? Ah, forcément, Walt Disney, là aussi, il ne nous le dit pas, mais pourtant présent dans le conte d'origine. Enfer. Enfer, bien sûr. Danser dans les enfers. On voit bien les images. Et là, c'est l'image assez claire de la matière en fusion avec le fer, qui, trop chauffé, ne donne pas satisfaction et meurt. Donc là, le message est encore bien clair. C'est bien, ne chauffe pas trop, fais un feu doux, sinon c'est la mort. Le feu doit être précis. Voilà. Vous voyez, Blanche-Neige et les 7 nains, ce conte, n'est peut-être qu'un code secret, comme les 3 petits cochons, comme le petit chaperon rouge, mais bien d'autres. La chimie matérielle, et même spirituelle, est bien présente ici, et les messages sont clairs quand on y réfléchit, quand on décode. Nous sommes en présence d'une sorte de recette, c'est bien cela, un message, avec les ingrédients, la préparation et les dangers à éviter. Tout ça pourquoi? La réalisation de l'œuvre, avec son hors d'œuvre, son entrée, son plat et son dessert. Le conte est destiné au grand public, accessible à tous. Et peut-être qu'en voyant ce danger, d'exposer tous ces trésors, Walt Disney a voulu masquer certaines clés. Un peu comme la religion, qui a pris sous son sceau des vieilles traditions de l'origine et des sens alchimiques. Mais l'être humain est plus fort. Il porte en lui toutes les réponses. Il suffit d'être un peu curieux, avoir un esprit ouvert, et contrairement à la méchante reine, il ne faut pas se fier aux apparences, et construire une pureté intérieure, comme Blanche-Neige. Même si le chemin est jonché de ronces et de lierres, la lumière est au bout des ténèbres. Alors, coiffé d'humilité et drapé de patience, en travaillant, l'or jaillira. Merci.